La facture, émission 605. Aujourd'hui, panneaux solaires en Ontario. Un investissement se transforme en gouffre financier. Nouveau train de l'Est à Montréal. Les personnes handicapées n'y ont pas leur place. Aussi, payez peu, mais très longtemps. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Nous sommes à Ottawa parce que des résidents de cette province se sont fait avoir. L'idée était pourtant séduisante et même encouragée et appuyée par le gouvernement de l'Ontario. Il s'agissait d'installer des panneaux solaires sur le toit de sa maison et de vendre l'électricité à la province. L'investissement était important. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où l'un des entrepreneurs qui faisait la promotion de ce projet a mis l'argent. C'était attirant. T'sais, on aide la planète, c'est le fun. On n'a jamais rien eu. Rien, zéro. On s'est fait avoir. Acheter des panneaux solaires pour vendre son électricité au gouvernement et risquer de se brûler les ailes. J'avais peur, c'était un gros montant. Là, on était rendu à 36 000. J'ai dit, oh my God. Perdre 47 000 $, ça fait mal. 186 créanciers, des clients pour la vaste majorité, ont perdu près de 4 millions de dollars. Cet homme est le grand responsable de leur malheur. Laisser en héritage à leur fille une planète plus verte, c'est le souhait de Linda et Sean Chartrand. Quand Solar les appelle pour leur vendre des panneaux solaires, ils écoutent attentivement. Leur maison d'Embrun, en Ontario, a été ciblée par l'entreprise. Ils ont fait un compte-rendu des données avec la température pour notre toit spécifique, puis qu'on avait le parfait toit pour mettre des panneaux solaires. Le couple communique avec une dizaine de clients référés par Solar. C'était un projet comme un Green Energy, les références étaient toutes contents, puis on était pour faire de l'argent. Fait que c'était tout vraiment attirant. Le président de Solar est un jeune entrepreneur québécois, Marc-André Lemieux. Il a lancé son entreprise il y a 5 ans. Son frère, Francisco, en est le vice-président. Sur Facebook et sur le site Web, on nous montre une entreprise florissante et un président à l'allure prospère. Il a réuni une équipe de vendeurs convaincants, comme celui que les Chartrand rencontrent en novembre 2012. À ce moment-là, on a accepté qu'ils viennent chez nous faire une présentation dans notre maison. Il fallait signer ce jour-là, puis on a donné notre premier dépôt à ce temps-là. Le vendeur exige 15 % de la facture totale, 6 017,25 $. Le projet est évalué à 40 000 $. Il y avait 8 mois à l'installer sur notre toit. Puis eux nous ont dit, on a 8 mois à le faire, mais d'habitude, c'est plus tôt que ça. Comme des milliers d'Ontariens, ils sont emballés par le programme Microfit. Le gouvernement l'a lancé pour promouvoir les énergies vertes. Les citoyens qui installent des panneaux solaires sur leur toit peuvent vendre à la province l'électricité qu'ils produisent. Solar profite de ce programme pour faire miroiter de gros revenus à ses clients et se donner de la crédibilité. On a vu des projets qui ont installés alentour de la ville. Puis on s'est dit, c'est un programme du gouvernement, ça peut pas aller du mauvais bord. Gaëtan Bouvier aussi fait confiance à Solar. On lui promet qu'il aura ses panneaux d'ici 6 mois et qu'il pourra rentabiliser son investissement. C'était pour nous aider à la retraite. On a commencé notre famille un peu tard. Les 2 enfants, comme c'est là, commencent à aller au collège, à l'université. Alors, on a essayé de trouver des moyens pour subventionner ça. Le contrat de Solar prévoit 3 versements avant la fin du projet. Le dernier représente 60 % du coût des travaux. C'est quand on a donné 60 % à peu près 2-3 mois après que les problèmes ont commencé. Gaëtan Bouvier est inquiet. Il a déjà emprunté 47 000 $ pour payer son système. C'est 90 % de la facture totale de son contrat. Linda Chartrand aussi a des craintes. Avez-vous eu peur à ce moment-là que les panneaux ne soient pas livrés?
Oui, de là, j'avais peur, c'était un gros montant. Là, on était rendu à 36 000. J'ai dit, oh my God. On attendait nos panneaux. J'ai des emails qui me disent qu'on va se faire installer au mois d'avril, on va se faire installer au mois de mai, on va se faire installer au mois de juillet. Ça n'arrêtait pas. Toutes les excuses sont bonnes pour retarder l'installation de leur système. Carnet de commandes qui déborde, programme Microfit suspendu temporairement, hiver trop froid. Moi, je leur disais, si vous avez déjà payé les panneaux, j'aimerais les avoir ici. J'aimerais les recevoir. Même s'ils ne sont pas installés, au moins ils sont sur ma propriété. Nous avons essayé de joindre le président Marc-André Lemieux pour savoir ce qu'il avait fait des versements de ses clients. Nos messages et nos appels sont restés sans réponse. Nous avons aussi tenté sans succès d'aller rencontrer le vice-président Francisco Lemieux. L'ordre de priorité était établi par qui criait plus fort. Michael Gauthier est un installateur de panneaux solaires de la région d'Ottawa. L'an dernier, Solar l'a embauché comme sous-traitant pour qu'il pose une quinzaine de systèmes solaires. Après quelques mois, il n'arrivait plus à se faire payer. Mais combien il vous devait d'argent? Avant Noël, c'était probablement une somme autour de 70 000 $. L'entreprise a finalement réduit sa dette envers lui à près de 30 000 $. Mais les chèques jamais envoyés, bloqués ou sans provision ont ébranlé sa confiance. Il a commencé à s'interroger sur les gros versements exigés par Solar. Si M. X met 30 000 $, ça n'ira jamais à son système, ces 30 000 $. Il va se faire diluer dans la compagnie pour payer les autres dépenses. L'intention de cette entreprise, pour moi, semble douteuse. Mais Saoud Abda est un expert en criminalité financière. Bien évidemment, là-dedans, le dépôt aurait dû aller dans un compte en fidéicommis ou un compte fiduciaire que je garde pour les besoins du client, ou que quelqu'un ne serait pas content ou que je sois pas en mesure de livrer. Puis là, dans ce cas-ci, je rembourse parce que c'est un dépôt, c'est pas un montant final. J'ai commencé à regarder sur l'Internet, puis j'ai trouvé un site web qui s'appelle Complaints Board. Là, il commençait à avoir bien du monde avec la même histoire que nous. Puis on a rentré en contact avec eux par courriel. Les Chartrand embauchent un avocat et envoient une mise en demeure à Solar qui reste lettre morte. J'ai commencé à faire des appels. J'ai essayé de faire une plainte avec la GRC, avec la ligne antifraude, avec la police. Puis, il n'y a personne qui pouvait nous aider. Qu'on continue, malgré les différents éléments du programme qui est suspendu, du marché qui semble être en ralentissement par rapport à ce produit-là, puis on continue à en vendre dans l'espoir que ça va se redresser. Donc, un petit peu, ça peut ressembler étrangement à de l'aveuglement volontaire, je sais, mais je ne veux pas savoir. Nous avons parlé à une dizaine d'ex-employés de Solar. Pas un seul d'entre eux n'a voulu nous accorder une entrevue. Ils ont peur pour leur réputation et certains craignent le caractère explosif de Marc-André Lemieux. Plusieurs nous confirment avoir remarqué des irrégularités dès 2012. De nombreux systèmes vendus, payés, mais jamais installés. Marc-André Lemieux, lui, menait grand train. L'impression que ça donne dans ce genre de situation, c'est que le dirigeant ou le propriétaire de l'entreprise confond tout simplement donc l'argent de la corporation, qui est une personne morale, avec son argent personnel. Nous avons aussi appris qu'en 2012 et en 2013, Solar a organisé une croisière sous le soleil des Caraïbes. Entre 10 et 20 employés, selon les années, étaient du voyage. Ils devaient renoncer à une semaine de paye sans commission, environ 700 $. En échange, Solar offrait le vol et la croisière, toutes dépenses payées avec cabine de luxe. Gaëtan Bouvier, lui, attend ses panneaux depuis près de 2 ans. Si c'est ça qu'ils ont fait avec l'argent, là, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui me fait mal, c'est voir le monde prendre avantage de d'autres mondes. C'est ça qui me fait mal, moi. Le 30 mai 2014, Solar se place sous la protection de la loi sur la faillite. En recevant l'avis par la poste, les clients découvrent l'ampleur du fiasco. 186 créanciers et une dette de 3 885 000 $. Comment vous avez réagi quand vous avez lu ça? C'était dur. Ouais, c'était bien dur. Se faire avoir pour 47 000, là, c'est... Moi, j'étais fâché. Je pense, oh my God, qu'est-ce qu'on a fait? Puis je me sens pas comme je suis quelqu'un non intelligente, tu sais.
Je pense tout le temps que je suis un petit peu intelligente, puis... Excuse. Le 17 octobre dernier, les Chartrand et les Bouvier ont tenu à venir à Montréal pour participer à l'Assemblée des créanciers. Nous avons assisté à la rencontre en caméra cachée. D'entrée de jeu, Marc-André Lemieux s'est excusé de ses erreurs. I did not have a college degree, and I trusted, it was my first big company, and I trusted more than I should, and I take full responsibility. Une vingtaine de créanciers l'ont écouté et ils ont donné libre cours à leur colère. You had no intention of providing me anything, but yet you took my money. You guys were screwed. You guys were taking money and doing no installations, and you were lying to us over and over and over. And now you're giving us this bullshit proposal. Après l'Assemblée, nous avons attendu Marc-André Lemieux, mais il a pris la fuite par les escaliers. Ils ont pris notre argent et ils s'en ont servi pour payer leur salaire, pour payer leur office. Et nous, on est pris avec rien. Moi, je vais être obligé de travailler un autre 5 ans. Je pense pas qu'on va jamais revoir notre argent, mais j'aimerais que quelque chose soit fait. Une autre réunion était prévue. Marc-André Lemieux ne s'y est jamais présenté. Son entreprise est maintenant en faillite. Mais la facture a appris qu'il avait continué à vendre des panneaux solaires ici, dans la région d'Ottawa. Après avoir reçu des plaintes, la section antifraude de la police provinciale d'Ontario vérifie en ce moment s'il y a matière à enquête criminelle. Après la pause, un train tout neuf, mais presque complètement inaccessible aux personnes handicapées. Premier arrêt, je ne peux pas descendre du train. Pourquoi est-ce que les stations n'étaient pas accessibles lorsqu'on les a inaugurées en 2014? Le Québec se fiche-t-il de ces personnes handicapées, de ces personnes à mobilité réduite? Cet automne, nous vous avons présenté un reportage sur les hôtels de Montréal, pour lesquels, semble-t-il, les lois et règlements concernant l'accessibilité n'existent pas. On peut toujours se dire qu'il s'agit du secteur privé. Mais ce soir, c'est d'une entreprise bien publique dont il s'agit, une entreprise de transport public qui a du chemin à faire côté accessibilité. Inaugurée en grande pompe le 1er décembre dernier, la ligne Montréal-Mascouche, un projet de 675 millions de dollars. On nous a promis le train de l'avenir. Tout le monde est content, se félicite, se tape dans le dos et que finalement, on embarque dedans, mais on ne sait pas si on peut descendre. C'était clair que l'accessibilité était pour être au rendez-vous dans le train de l'Est. C'est vraiment le chaos. Là, on a de la difficulté à comprendre un peu la situation. Une nouvelle ligne pour relier rapidement Montréal à ses banlieues est. L'Agence métropolitaine de transport a annoncé un train 100% accessible aux personnes handicapées. Mais est-ce vrai? On s'en va tester la ligne du train de l'Est. Fait qu'on embarque ici, puis on ne sait pas où on débarque. Pour vérifier, nous sommes partis en caméra cachée. Avec nous, Maxime Pomerleau, une jeune comédienne et scénariste qui a réalisé un film où elle prend les traits d'une super-héroïne. C'est aussi celle qui met des bâtons dans les roues des moyens de transport en commun. De jour, je m'appelle Maxime et de nuit, je m'appelle Batwheel et je suis un super-héros qui vole au secours des personnes handicapées. Une nouvelle ligne, 13 gares. 13 nouvelles destinations pour Maxime. Premier arrêt, je ne peux pas descendre du train. Il y a déjà 3 marches pour descendre. Fait que c'est comme 1 mètre, au moins 1 mètre de différence dans un espace très, très restreint. Bonjour. Stéphane Lapierre, vice-président à l'Agence métropolitaine de transport, admet que le train de l'Est n'est pas à l'heure. Question accessibilité. Étant donné que le quai est au niveau du sol, on doit surélever les gens pour les mettre au niveau de la porte à quai haut. Il explique qu'ils devront construire des plateformes amovibles. On pensait que 3 ans, c'était suffisant. Puis, pour en arriver à un concept final... Je comprends pas qu'il y ait des gens qui aient approuvé ce projet-là il y a quelques années quand l'investissement a été annoncé, sans considérer qu'il y avait 33 % de la population qui serait exclue de cette ligne-là.
Laurence Parent est doctorante sur les questions d'accessibilité et a créé une page Facebook sur les transports mésadaptés. Elle n'en revient pas de l'attitude de l'AMT. On nous rassure en nous disant que tout va être réglé d'ici 2016. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait en 2014? Pourquoi est-ce que les stations n'étaient pas accessibles lorsqu'on les a inaugurées en 2014? L'AMT avait pourtant déposé dès 2011 un plan d'accessibilité, plan approuvé par le ministre du Transport. Dans le plan initial, on disait que ce train-là serait 100% accessible. Vous n'avez pas respecté votre propre plan. Je suis d'accord avec vous. Par contre, comme je vous dis, c'est les contraintes opérationnelles qui nous ont menés où est-ce qu'on est aujourd'hui. Deuxième arrêt, je ne peux toujours pas sortir. À Terrebonne, la situation est encore plus absurde. Terrebonne ne fonctionne pas, en fait, est pas accessible parce que l'ascenseur est encore en construction. Donc, même si le quai est au bon niveau puis qu'on a la plateforme pour pouvoir descendre, on est quand même coincé sur le quai. Donc, finalement, ce n'est pas très fort en accessibilité. Avec ses super pouvoirs, Batwheel défie la gravité. Il faut vraiment pouvoir défier la gravité pour prendre le train de l'Est quand on est en fauteuil roulant. Ici, au Québec, on n'a aucune loi avec une date limite, avec un objectif précis. On parle d'améliorer l'accessibilité. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien. Tandis qu'en Ontario, il y a une loi qui est là avec un objectif, avec également des pénalités qui sont mises en place pour advenant le cas où la loi ne serait pas respectée. Puis c'est vraiment une loi claire. Là. On parle d'accessibilité seulement. Ici, seule la Charte des droits et libertés protège l'accessibilité pour les personnes handicapées. Visiblement, elle n'est pas respectée. Un autre arrêt où je ne peux pas sortir. Je ne peux toujours pas sortir. Un autre arrêt où je ne peux pas sortir. Vérification faite, sur les 13 stations, il n'y en a que 3 qui sont accessibles pour les fauteuils roulants. C'est absolument impossible de sortir du train, donc je suis prise jusqu'à Mascouche. Si les gens veulent prendre le train, moi, ce que je les invite à faire, c'est d'appeler notre service à la clientèle pour voir exactement si, dans leur plan de déplacement, ils peuvent se déplacer vers Montréal correctement. L'Agence métropolitaine de transport se targue que c'est le début d'un train nouveau. Mais pour le moment, sans pouvoir surnaturel, les handicapés ne peuvent pas sortir où ils veulent. Pourtant, ils paient le même prix que les autres. C'est une nouvelle ligne de train. Je veux dire, on n'est pas en 65, là. C'était en fin 2014 que ça a été inauguré. Je comprends pas qu'on laisse passer ça encore. C'est une situation pour Batwheel. « 675 millions de dollars. On vous le disait au début, c'est ce qu'a coûté cette ligne de train de l'Est. Mais là-dessus, il y avait 35 millions consacrés à l'accessibilité. Même à l'AMT, on nous dit que c'est énorme. Alors, que s'est-il passé? Qui a dormi au gaz ou plutôt au diesel? À l'AMT, on nous dit qu'on fait tout ce qu'on peut pour que toutes les stations soient accessibles cette année. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Votre pharmacien vous remet une boîte où chaque pilule est emballée individuellement. Mais il y a 2 dates d'expiration, celle du fabricant et celle du pharmacien, qui arrivent plus vite. Alors, vrai ou faux, vous devez toujours respecter la date d'expiration du pharmacien. La réponse après la pause. Vrai ou faux, vous devez toujours respecter la date d'expiration du pharmacien. Faux. Si votre pharmacien n'a pas manipulé les médicaments, qui, je vous le rappelle, sont emballés individuellement, et que ceux-ci ne risquent pas de se dégrader à cause de la chaleur et de l'humidité, vous pouvez vous fier à la date indiquée par le fabricant. Mais dans tous les autres cas, vous devez respecter la date indiquée par le pharmacien. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Certaines entreprises jouent sur le fait que vous êtes impatient de posséder certains biens que vous n'avez pas encore les moyens de vous payer. Pour un prix ridiculement bas, on vous offre les meubles et les appareils électroniques dont vous rêvez. Mais petit prix payé très, très longtemps finit par devenir grand, très grand.
La circulaire d'Easy Home nous dit « Optez pour Easy avec des petits paiements simples. » Pour être de petits paiements, ce sont de petits paiements. 22 $ pour un duo laveuse-sécheuse, 16 $ pour un frigo. Mais, un instant, prenons cette télé annoncée à seulement 18 $. 18 $, c'est par semaine, pour une location de 156 semaines. Au bout de ces 156 semaines, la télé sera enfin à vous, mais elle vous aura coûté 2 808 $. Et savez-vous combien le même téléviseur se vend ailleurs? 605 $. On peut même le trouver à 498 $. Ce qui veut dire que vous paierez votre télé 4 à 5 fois plus cher chez Easy Home. Morale de l'histoire? Faites donc comme la marmotte. Laissez passer l'hiver, ramassez vos sous et payez-vous moins cher cette télé avant le retour du temps froid. Voilà, c'était la facture. Où que vous soyez au pays, à Calgary ou à Sept-Îles, merci beaucoup d'avoir été là. Voici des extraits de ce que vous verrez la semaine prochaine. Il m'a dit « Oh, là, il y a de la pyrite et c'est grave. » Un test de pyrite ne doit pas être fait n'importe comment par n'importe qui. J'ai compris à quel point ce monsieur était très manipulateur. Je vous jure que ça, je l'ai fait de bonne foi. Je ne veux pas flouer les madames.